Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc pour ce nouveau point de marché du mardi 19 juin 2018. Nous avons une poursuite des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui fait pression, ce qui a fait pression en Asie. Les marchés actions qui ont clôturé dans le rouge, comme le Hang Seng Index ou encore le Nikkei. Le Hang Seng qui perd un peu plus de 2%. On a également les devises qui sont directement en lien sur l'économie chinoise, comme par exemple le kiwi, enfin le NZD, mais surtout l'AUD, le dollar australien qui est en baisse, qui même sous-performe ce matin les majeurs. Et à l'inverse, on a tout ce qui est les devises de couverture, les actifs de couverture qui quand ils réagissent directement à la volatilité, comme le franc suisse, le gold, mais également le yen. Eh bien, ces trois actifs sont privilégiés. Voilà. Donc, on va commencer par l'avertissement gage sur risque, comme d'habitude, que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est intégrative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Loïc que je sais également, Dany, Frédéric, bonjour, Catherine, Philippe, AJ, voilà, pas mal d'habitués, beaucoup d'habitués même. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Phil, Hubert, voilà, c'est des noms qui sont très communs maintenant. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Au niveau de l'actualité, petit point, donc on a eu, je vous rappelle, des tensions commerciales qui se sont aggravées en fin de semaine dernière, avec notamment la mise en place de tarifs douaniers prévus pour le 6 juillet sur 50 milliards de dollars de produits chinois, euh, pour les importations bien évidemment américaines. La Chine avait contre-attaqué en annonçant la mise en place également de la même amplitude de taxes sur les produits américains. Et hier, Donald Trump a réattaqué en annonçant, en menaçant d'imposer des nouveaux droits de douane, 10% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Donc, bien évidemment, Pékin ne peut pas faire de même, étant donné que Pékin n'importe pas, il me semble, 200 milliards de dollars de marchandises américaines. Mais voilà, ça va être intéressant de voir comment Pékin va réagir à cette nouvelle menace. Mais en clair, donc on a vraiment des tensions qui s'accentuent. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'AUD, c'est la devise qui en prend, qui est la plus exposée à ces relations commerciales. Et à l'inverse, le yen, c'est la devise qui est bien une devise refuge, la devise refuge par excellence, qui profite le plus bien de ces tensions. Outre-Manche, nous avons Theresa May qui a échoué à faire passer ses propositions du Brexit à la chambre haute du Parlement au sein de son propre parti. Donc ça crée un petit peu une division entre les législateurs pro-européens, pour l'Europe et ceux qui sont contre. Faut savoir que Theresa May fait partie du parti des conservateurs. Les conservateurs qui n'ont pas la majorité au Parlement, je vous rappelle que elle a eu la majorité au Parlement grâce à une coalition gouvernementale qui était en juin de l'année dernière, donc il y a tout juste un an en fait. Donc les conservateurs n'ont pas la majorité, cependant Theresa May a la majorité grâce à la coalition qu'elle a formée. Maintenant, étant donné qu'il y a une division de plus en plus importante au sein de son propre parti, ça pourrait créer des problèmes au niveau des négociations du Brexit. Quand j'écris pro-UE, c'est pas ceux qui veulent rester dans l'UE, c'est ceux qui en fait veulent partir de l'UE avec un accord commercial. Parce que parmi les conservateurs, on distingue deux catégories. On a ceux qui veulent partir sans accord, enfin qui sont prêts à partir sans accord, et ceux qui veulent absolument un accord commercial avec l'UE. Voilà. Donc on a cette ligne qui est de plus en plus présente et qui divise de plus en plus le parti, ce qui pourrait finalement donner une minorité à Theresa May. Donc voilà,
le Parlement britannique est à suivre. Tout ce qui va être les propositions du Brexit vont être très importantes, non seulement à Bruxelles, mais également à Londres dorénavant. Et sinon, comme vous savez, on a l'OPEP, les membres de l'OPEP qui se réunissent à partir de jeudi. Leur décision sera donnée vendredi dans la matinée. Actuellement, on a les membres de l'OPEP qui discutent d'un accord pour augmenter leur production de 300 à 600 000 barils par jour pour les prochains mois, ce qui est bien moins des 1,5 million de barils par jour demandés par la Russie. Les principaux opposants à la proposition russe sont l'Iran et le Venezuela, qui sont tous les deux dans des crises. L'Iran dans une crise politique avec les sanctions les sanctions américaines, et Venezuela, comme vous savez, dans une crise économique majeure. Et donc ces deux pays qui sont dans des crises ne pourraient pas profiter de cette augmentation de la production, étant donné que leur crise affecte leur industrie pétrolière. Donc c'est pour ça que l'Iran et le Venezuela s'opposent à une toute augmentation du prix du baril. Toute augmentation, pardon, de la production de pétrole. Excusez-moi. Alors bonjour tous ceux qui nous rejoignent. Le CAC prend cher ce matin. Alors oui, le CAC prend cher. Tous les marchés actions prennent cher. Hein. On va voir ça dans un petit instant. Alors regardez, Dixie qui perd 0,39%. C'est important. On va voir techniquement que le Dixie n'a pas réussi à franchir les 95 points. Il l'a testé, mais il ne l'a pas dépassé. Donc c'est très intéressant de constater cela sur le graphique technique. Sinon on a le Dow Jones, S&P et le Nasdaq 100. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont en vert. Normalement ils devraient être en rouge, mais ces trois indices cèdent, même Wall Street globalement cède du terrain hier. Légère surperformance toutefois du Nasdaq qui a limité ses pertes, moins 0,06%. Le rendement du T-Note qui perd 2 points de base. Donc on a un marché obligataire qui est payé, ce qui illustre également de l'aversion pour le risque. Le yen ce matin qui prend plus d'1%, ce qui est énorme. Le gold plus 0,18. Bref, on a clairement les actifs d'aversion pour le risque qui dominent encore ce matin. Et à l'inverse, tout ce qui est actifs risqués, c'est-à-dire les marchés actions principalement, et bien sur les actifs les plus tendus avec les devises qui sont en lien avec l'économie chinoise, comme par exemple l'Aussie, comme on l'a dit, ou également le kiwi. Le Nikkei perd 1,77, forcément déjà il y a de l'aversion pour risque, et en plus de ça on a la corrélation avec le yen. Le Hang Seng perd de 77%. Au niveau du calendrier économique qui est plutôt vierge aujourd'hui, comme ce fut le cas hier, mis à part peut-être les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis à 14h30. On a un discours de Mario Draghi prévu à 10h au forum à Sintra au Portugal, forum économique pardon. Pas d'annonce majeure attendue, si ce n'est quelques commentaires sur la politique monétaire, mais pas de décision attendue. Voilà, on passe tout de suite au Dixie. Dixie, regardez, alors pardon, il n'a pas testé 95 points, mais on peut voir qu'il a, alors, attendez, on va quand même regarder là-dessus, Dixie, 94-98, vous voyez que sur ce Dixie, alors, ce Dixie qui appartient à, on va prendre, voilà, on va prendre celui-là, et les 95 ont été testés. Et vous voyez, il y a eu un nouvel échec. Alors je ne sais pas pourquoi. Le Dixie il est un petit peu décalé sur PRT. Peu importe. En tout cas, on a eu un échec des 95 points, ce qui montre bien que les 95 sont une résistance importante. On a une petite divergence baissière. Regardez ici. Pas une petite. On a une divergence. On a des sommets de plus en plus bas sur le RSI, alors que les sommets sur le prix sont de plus en plus hauts. Voilà, maintenant on est encore le RSI est encore très loin d'avoir dépassé 50, ce qui empêche de profiter de mettre en place des stratégies vendeuses. Voilà, donc pas de stratégie vendeuse sur le dollar pour le moment, mis à part peut-être face au yen pour du moyen terme. Comme vous savez, je vois le yen vraiment profiter de ce climat d'aversion pour risque cet été, et également le franc suisse, mais un petit peu plus court terme. Voilà, le franc suisse, je pense qu'il va surperformer avec le yen, sauf que le franc suisse devrait le faire pendant quelques semaines et non pas quelques mois. Voilà, le yen, j'ai vraiment une conviction haussière sur cet actif, pas seulement en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais également on a l'aplatissement de la courbe des taux américains.
Donc ça, vous êtes au courant. On a la courbe des taux qui, sur les 11 dernières fois qu'elle était plate, 9 fois sur 11, pardon, les 9 dernières fois sur 11, eh bien, cet aplatissement, pardon, de la courbe des taux avait annoncé une récession. Par exemple, la crise de 2007, la bulle technologique, voilà, toutes ces crises majeures, eh bien, on avait eu un aplatissement de la courbe des taux. Auparavant, d'ailleurs, on va regarder ça, donc, tac, tac. Alors, nous allons regarder ça tout de suite sur Internet. Voilà, donc c'est ce graphique que je vais vous faire voir. Donc là, c'est sur le site Quartz, que je ne connais pas, mais voilà. C'est exactement celui-là, vous voyez. Ça, c'est la courbe des taux. Donc en fait, c'est simplement le spread, l'écart. Cette courbe bleue, hein, c'est l'écart entre le 10 ans et le 1 an américain. L'obligation, hein. On parle bien des obligations. Les rendements, la différence entre le rendement de l'obligation à 10 ans américaine et le rendement à 1 an américain. Et donc on a cet écart qui est en nombre de points, vous voyez, et eh bien il me semble que c'est 9 fois, enfin 9 fois sur 11, enfin sur 11 fois, eh bien il y a eu 9 signaux qu'avait signalé une récession. Et donc vous voyez que cette courbe a atteint eh bien atteint des plus bas. Donc en fait dès qu'on est à zéro, c'est que la courbe des taux est plate. Et donc en fait, ça coûte concrètement aussi cher au gouvernement américain de emprunter de l'argent sur un an que sur 10 ans. Voilà ce que veut dire un aplatissement de la courbe des taux. Et donc on a cette courbe, hein, qui continue à baisser et donc voilà, forcément ça crée de l'aversion pour le risque. En plus de cela, on a une diminution du bilan de la Fed. Voilà, on a un tas de facteurs, on a une hausse de la volatilité, donc on a pas mal de facteurs qui sont au bénéfice du yen. Y aura-t-il une vague 5 sur le Dixie? Alors on va voir ça dans un instant. Donc Dixie, alors je ne pense pas. Alors vague 5, donc ici vous prenez la 1, 2, 3. Alors la 3 est généralement la plus grande. Or ici ce n'est pas la plus grande, donc potentiellement la vague 3 n'est pas terminée. Donc on a une A, B, C, D, on aurait quelque chose. Il faudrait faire un décompte héliotiste. Donc là on a la vague 1, la 2. Et ici ce n'est pas la 3, parce que la 3, comme je vous l'ai dit, c'est normalement la plus grande. Donc ce qui veut dire que nous avons la 1, 2, enfin la A, B. La C devrait rejoindre 95, 56 avant d'avoir un retracement pour la D, finir avec la E, ensuite avoir la vague 4, puis la vague 5. Donc techniquement d'un point de vue du décompte héliotiste, moi j'ai la vague C de la 2 qui se prolonge à 95, 60. Voilà. Maintenant, personnellement, les 95 points, je pense qu'ils sont particulièrement solides. Donc je ne serais pas surpris si on n'a pas de dépassement de cette résistance, mais restons prudents tout de même. Donc voilà, Dixie, mon avis à moyen terme, il est plutôt neutre. On va regarder ce Dixie qui a l'air un petit peu mieux coté. 95 points, c'est la résistance, 95 points. Donc voilà, c'était le plus haut, comme vous pouvez constater, du mois de novembre de l'année dernière. Et voilà, on a pareil, on a une divergence baissière.
nous avons une divergence baissière sur le DXY. Donc voilà, je pense que le DXY va consolider ces prochaines semaines sous les 95. Donc en clair, sur l'indice que nous avons ici de la plateforme PRT, eh bien ça devrait consolider entre, pour faire large, 94 et 95. Donc c'est possible de le trader. Vous voyez, si on a un retour vers les 94-85 du DXY, ça peut se vendre. Le DXY peut se vendre à 94-80. Il est beaucoup plus facile de vendre le dollar à ce niveau de prix qu'à l'acheter à 94. Je pense. Hein. Donc, à moyen terme, je suis plutôt neutre sur le dollar. Si on a un franchissement de 95, dans ce cas-là, on aura un signal bullish. Et à l'inverse, si on a le RSI qui passe sous 50, on aura un signal baissier qui avait suivi une divergence, et donc voilà, ça sera les stratégies vendeuses qui seront à privilégier sur le dollar. Au niveau des paires majeures, donc nous avons l'eurodoll qui stabilise à 1,15. Tant que le DXY sera à 80, enfin sous 95, l'euro-dollar sera au-dessus de 1,15. Donc voilà, c'est un petit, je vais dire l'opposé de ce que je dis pour le DXY, parce que l'euro-dollar c'est l'opposé du DXY. Enfin, c'est plutôt le DXY qui est l'opposé de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, stabilisation à 1,15. Je ne pense pas qu'il y aura un franchissement de ce support. S'il y en a un, toutefois, ce sera un signal baissier jusqu'à 1,1187, mais dans le cas contraire, un RSI qui franchirait 50 serait un sentiment bullish. On n'a pas de divergence haussière, mais voilà, si on a un RSI qui dépasse 50, ça serait un signal d'achat. Le GBP, tout comme l'euro-dollar, se stabilise, lui à 1,32. Il pourrait s'enfoncer parce qu'on voit que la situation au Royaume-Uni commence à se tendre, donc voilà, la livre pourrait être sous pression et peut-être reculer jusqu'à 1,30. Mais ce n'est pas là où, ce n'est pas l'euro-dollar ou le GBP-USD qui sont les plus intéressants en ce moment. Bon, l'euro-dollar, honnêtement, vendre jusqu'à 1,15 est une stratégie de très court terme faisable. Mais voilà, la UD-Yen, c'est le trade c'est la paire qui réagit le plus à la guerre commerciale sino-américaine. La UD dépend de l'économie chinoise, le yen devise refuge. Donc dès qu'on a escalade des tensions, on a chute, je parle bien de chute, chute de la UD-Yen. Et à l'inverse, dès qu'on a une amélioration du climat, on a un bond de la UD-Yen. Donc là, la UD-Yen à très court terme, on peut venir chercher les 80, mais je pense même, au vu des perspectives de l'avancée ça fait maintenant de tête 2 mois, peut-être même 3, qu'il y a ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, que ces tensions ont débuté. Et on voit que la UD est clairement sous pression et qu'on n'a pas réellement de hausse. Même quand, je vous rappelle, c'était le mois dernier, il me semble, où il y a un peu plus d'un mois, lorsque les États-Unis et la Chine se montraient plutôt optimistes tous les deux, qu'il y avait des officiels chinois qui se rendaient à Washington et vice versa. Donc voilà, on avait plutôt un climat optimiste, enfin des perspectives optimistes, et finalement la UD n'avait pas vraiment rebondi, alors que dès qu'on a une cas de tension, la UD par contre chute. Donc je veux dire que le potentiel baissier est beaucoup plus important que le potentiel haussier sur la UD yen, à part si, bien évidemment, on a un accord qui est signé, conclu, officialisé par les deux pays. Mais au vu des négociations, ça fait 3 mois, il n'y a encore rien, il y a surtout des menaces pour le moment, et on voit la UD qui est en baisse, donc je pense que la baisse est beaucoup plus facile à trader que la hausse sur cette paire. Donc 80, ce sera un objectif de très court terme, mais je ne serais pas surpris si d'ici les prochains mois on vient chercher 78. Et techniquement on voit cassure de ce drapeau, donc phase de respiration, cassure, et techniquement on a un objectif baissier qui est de la hauteur de la précédente impulsion, excusez-moi. Et donc, si on décale, breakout, et ça donne un signal baissier jusqu'à 74. Bon, je ne pense pas qu'on ira chez 74, mais en tout cas, théoriquement, vous avez
un ordre d'idée de l'objectif théorique de cette cassure. En tout cas, voilà, les 80, c'est une cible vraiment de très court terme qui sera atteinte probablement cette semaine et on ira chercher peut-être beaucoup plus bas. AUDN plus bas du 23,0318, bas de range daily. Tac tac, oui voilà, bas du range daily, vous voyez. L'AUDN qui le teste, mais voilà, je pense honnêtement qu'il va être dépassé, ce niveau de support. Faites-vous des formations sur les vagues d'Elliott? Alors non, personnellement je ne donne pas de formation sur les vagues d'Elliott. Je connais le principe des vagues d'Elliott, je le connais plutôt bien. Maintenant, je n'ai pas pour habitude de l'utiliser. Je l'utilise que quand on me le demande, hein. Et donc voilà, je préfère pas me positionner comme expert des vagues d'Elliott. C'est pour ça que je ne fais pas des formations vagues d'Elliott. Après, je peux, si ça vous intéresse, passer du temps, faire un webinaire éducatif à ce sujet. Mais voilà, je pense que sur le marché, il y a beaucoup de personnes pas mal de personnes qui connaissent les vagues d'Elliott et qui en savent probablement beaucoup plus que moi. Un point sur l'USD Yen. Eh bien, l'USD Yen, j'y pensais ce matin. C'est un petit peu, comment dire, paradoxal parce que l'USD et le Yen, en 2007, rappelez-vous, c'était les deux devises les plus baissières. Ce premier semestre, finalement, on a l'USD et le Yen qui sont les deux devises les plus haussières. Donc, ce qui aboutit finalement par une consolidation de l'USD Yen sur depuis plus d'un an. Vous voyez que depuis plus d'un an, bon, on a une légère baisse, vous voyez, mais finalement, on n'a que des oscillations. On n'a pas vraiment de tendance. Voilà, donc l'USD Yen baisse sous 110. Bon, faut savoir que le Yen surperforme le FX et devrait, je pense, c'est mon opinion, c'est ma conviction même, devrait surperformer cet été. Je pense que le yen, ça va être la devise la plus forte cet été, pour les raisons que je vous ai citées auparavant. Aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis, marché obligataire parfois tendu, les tensions commerciales sino-américaines, mais également avec l'Europe ou les pays de l'ALENA, réduction des bilans des banques centrales, enfin celui de la Fed plutôt. Donc voilà, le yen, devise extrêmement liquide, tout comme le franc suisse ou la couronne norvégienne, eh bien ces trois devises sont des devises de refuge. Et c'est des devises qui devraient donc surperformer. Donc l'USD Yen, moi je garde mon cap qui est baissier sur du moyen terme, direction les 105, voire même beaucoup plus bas d'ici la fin de l'année. Maintenant à court terme, vous voyez que bon, on avait une surperformance du dollar depuis le début du mois, même depuis le début du mois de juin, et là on a une baisse, mais tant qu'on n'a pas de clôture sous cette moyenne mobile à 50 jours, 50 jours, eh bien on n'aura pas de signal baissier nouveau. Donc retour à 108 à court terme, oui, ça me semble possible, que fortement possible même que on ait un retour à 108. Maintenant voilà, honnêtement, si vous voulez acheter du yen, le mieux c'est face à la UD. Le mieux c'est face à la UD. Ou le NZD. Sur le NZD yen, pareil, moins 1,21%. 1,21 et là, eh bien c'est ces niveaux qu'il faut viser. Hein. C'est les et là c'est 75-70, donc déjà 75 niveau de support. Donc déjà 75. Mais ensuite c'est fortement possible que le NZD yen continue à s'enfoncer sous ce seuil. Donc voilà, si vous voulez acheter du yen, honnêtement je pense que face à la UD ou le NZD c'est beaucoup plus intéressant. Et par contre si vous voulez vendre du dollar, oui, la seule possibilité je pense c'est face au yen. Parce que le yen encore une fois c'est la devise qui selon moi, enfin c'est ma conviction, devrait être la plus forte ces prochains mois. Face au franc suisse c'est possible mais sur un horizon de temps à plus court terme. On regarde le SDCHF, avec les USDCHF,
repart en baisse après avoir réatteint la parité. Et je pense qu'un retour à 98 n'est pas à exclure. L'AUD USD en baisse, pareil. Hein. L'AUD c'est la devise qui sous-performe. Hein. Faut bien le comprendre. L'AUD, s'il y a une devise qu'il faut vendre en ce moment, c'est l'AUD. Hein. Regardez nos index. D'ailleurs, on n'a pas fait de tour sur nos index aujourd'hui. Le Yen Index, retour proche de ses sommets de l'année. Le NZD en baisse. NZD en baisse, RSI qui repasse sous 50. Néanmoins, on n'a pas la clôture du RSI sous 50, donc pas encore de signal baissier. L'AUD, couteau qui tombe, vous voyez. C'est un couteau qui tombe, test de cette oblique. Voilà, l'AUD qui a franchement du mal à rebondir. L'euro qui est soutenu par cette oblique, vous voyez, cette oblique haussière qui vient chez les points bas du début d'année 2017. Néanmoins, on n'a pas encore de signaux haussiers. Bon, certes, on a le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, mais le RSI est sous 50. Donc voilà, pour le moment, l'euro, c'est pas une devise à acheter. Et le GBP, c'est pareil. On n'a aucun signal. On n'a aucun signal bullish. Donc patience. Euro, GBP neutre. Franc-Suisse à l'inverse, regardez ce nouveau rebond. RSI qui a rebondi sur 50. Donc vous voyez que parfois on a des phases de respiration, c'est pas forcément la fin d'une tendance. Quand on avait une impulsion, une consolidation, et on a probablement, peut-être, en tout cas je l'espère, un nouveau bond du franc. À l'inverse, dollar qui avait progressé hier, eh bien vous voyez a franchi une résistance. Toutefois, à prendre avec des précautions parce qu'on n'a pas le signal qui coïncide avec celui du DXY. DXY qui a échoué à dépasser 95. Donc, ne prenons pas ce signal comme comment dire, un signal déterminant pour trader le dollar. Il faut que les deux indices convergent. Et le CAD, eh bien le CAD, vous voyez, se stabilise, il est globalement sous pression, mais voilà, on n'a pas vraiment de signaux. Pas vraiment de signaux. Donc voilà, clairement, on le voit, le yen, le franc, c'est les seules devises qui sont clairement orientées à la hausse, avec le dollar, sauf que le dollar, le DXY n'a pas franchi 95 points. Donc CHF, yen, achat, NZD, AUD sous pression, le CAD dans une plus faible mesure, alors que l'euro LJBP consolide. Voilà un petit peu le bilan des devises Forex. Enfin des devises, pardon. Des devises majeures. On passe aux indices, donc le CAC qui se prend une claque. Tout comme, hein, regardez, encore une fois, encore aujourd'hui, les indices, ils sont tous dans le rouge, que ce soit les futurs, l'Asie ou l'Europe. On a une baisse. Regardez l'Eurostoxx, un gap baissier, 3420. Est-ce qu'il y a la détention? Forcément. Est-ce qu'il y a des tensions? Peu de choses à dire, hein, si ce n'est que faut aller chercher des niveaux de support majeurs dans plus c'est volatile, plus les marchés sont volatiles, que ce soit pour les marchés actions ou peu importe, hein, plus les marchés sont volatiles, plus c'est facile pour que le marché franchisse des supports ou des résistances. Donc il faut chercher des niveaux, des seuils majeurs, donc des gros seuils psychologiques. Là on en a un, c'est les sur le CAC, hein, c'est les 5300 qui correspondent également au prix de clôture de 2017. Donc 5300, ça devrait être atteint assez rapidement. Pour l'Eurostoxx, un seuil psychologique, c'est les 5400. On peut voir c'est sur lequel le cours avait rebondi fin mai. Donc 5400 niveau de support. On peut shorter les indices l'Eurostoxx à ce niveau de prix. Le DAX évolue sur son support actuellement. Donc voilà. Le DAX n'est pas forcément exploitable à la baisse sur du très court terme. En tout cas, l'Eurostoxx et le CAC le sont. J'ai acheté le XAU USD, donc l'or, nous dit Hubert. Eh bien écoutez Hubert, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, parce qu'on a la version pour le risque, et deux, parce que le Dixie peine à dépasser 95 points. Donc tant qu'il peine à dépasser 95 points, j'ai envie de dire que le potentiel baissier est favorisé sur le dollar. Donc si on a une baisse du dollar, on a une hausse du gold. Par contre, si on a le Dixie qui dépasse 95, dans ce cas, il faudra se reposer la question si l'achat gold est justifié. Mais tant que le Dixie évolue sous 95, oui,
je suis tout à fait honnête, tout à fait d'accord avec vous, l'or peut s'acheter. Du coup, nous allons regarder l'or. L'or, vous voyez, très intéressant, 1281. Voilà, par contre, on voit clairement que le yen s'apprécie beaucoup plus que l'or en ce moment, dans ce moment d'aversion pour le risque. Vous voyez que l'or presque de 0,19%, alors que le yen index, je parle pas, vous voyez, de l'USD yen, hein, je parle bien du yen index, prend plus d'1%. Donc voilà, vraiment, l'actif refuge en ce moment, c'est le yen. Donc le gold, néanmoins, il rebondit et je pense qu'il peut venir chercher, vous voyez qu'il peut revenir chez les 1290, qui était le plus bas, vous voyez à ce moment-là, 1290 sur du court terme, d'ici quelques séances. Alors, bonjour Gaëtan, j'ai raté le début. Pourquoi Eurodollar et USD ont décroché cette nuit? Alors, Eurodollar n'a pas vraiment décroché, hein. Si on regarde rapidement, Eurodollar, vous voyez, bon, il n'y a pas eu vraiment de changement majeur. Par contre, l'USD oui. L'USD oui, parce qu'on a eu, on a eu une escalade des tensions. On a eu Donald Trump qui a menacé la Chine d'imposer 10% de taxes sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Donc voilà, escalade des tensions commerciales, aversion pour risque, yen qui s'apprécie et donc dollar sous pression. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse, une chute de l'USD yen. L'euro dollar, bon, je peux pas appeler ça une chute, c'est une baisse, mais vous voyez par rapport au GBP ou par rapport à d'autres, voilà, on n'a pas de quelque chose d'exceptionnel. Donc or, oui, retour à 1290, mon cher François. Concernant le pétrole très volatile en ce moment. On a, je vous rappelle, les membres de l'OPEP qui se réunissent jeudi et leur décision sur la stratégie du cartel sera annoncée vendredi matin. Donc, plus on approche de cette date, plus il y aura de la spéculation de la part des investisseurs. Les investisseurs, en fait, sont mitigés entre soit une stratégie à changer, parce que pour que la stratégie change, faut que le vote soit à l'unanimité. Or, en ce moment, on a l'Iran et le Venezuela, comme je vous l'ai dit, qui sont opposés à toute augmentation de la production de pétrole. Donc, en clair, ce vendredi, soit l'OPEP nous annonce que le gel de la production est maintenu et qu'il n'y aura pas de changement de stratégie, ou soit la Russie impose son leadership. Par exemple, on voit la Russie ça fait 2 années de collaboration entre la Russie et l'OPEP, et il se dit que la Russie pourrait rejoindre le cartel. La Russie pourrait être un membre de l'OPEP. Donc peut-être, hein, en termes de négociations, je ne suis pas expert et je ne suis pas à Vienne pour ces négociations de l'OPEP, mais peut-être que la Russie peut dire, eh bien écoutez, je rejoins l'OPEP, parce que voilà, la Russie c'est le premier producteur de pétrole au monde en 2017. Donc peut-être que la Russie peut dire, je siège à l'OPEP, ce qui permettra à l'organisation d'avoir un poids beaucoup plus important sur les prix, parce que faut savoir que l'OPEP ces dernières années a perdu beaucoup de leadership, tandis que la production des pays hors OPEP a très fortement augmenté. Donc en fait, la part de production de l'OPEP a beaucoup diminué. Donc l'OPEP a beaucoup moins de leadership. Je fais notamment référence aux États-Unis, les États-Unis qui ont doublé leur production de pétrole en quelques années. Voilà, même à dépasser celle de l'Arabie Saoudite. Donc, si la Russie rejoint l'OPEP, forcément l'OPEP aura un poids beaucoup plus important. Et peut-être que finalement la Russie peut dire, peut faire du chantage en annonçant, évidemment que si elle rejoint l'OPEP, voilà, en échange d'une augmentation de la production. C'est possible, je ne dis pas que ça va être le cas, mais ça semble un scénario fortement envisageable. Donc, en clair, vendredi, soit on a une stratégie qui est inchangée, ou soit on a une augmentation de 300 à 600 000 barils par jour, comme ce que prévoient les analystes, ou de 1,5 million de barils par jour, comme ce que veut la Russie. Donc voilà.
les analystes, les investisseurs vont spéculer là-dessus. Du coup, on va avoir un marché ultra volatile, enfin beaucoup volatile sur les cours de pétrole. Donc là, faut chercher encore une fois, comme un peu les marchés actions, des niveaux de seuil majeurs, c'est-à-dire les 75 dollars sur le Brent et concrètement, vous voyez cette trendline, donc vers les 60 et 72 comme support. Et pour ce qui est du brut, eh bien, il y a une consolidation vers 65, enfin, on a une oscillation autour de 65. Donc, vous voyez, c'est les bornes, c'est les 67 à vendre et à peu près les 64 et quelques, 63, 50 à acheter. Le CAC 5300 points à court terme nous demande François. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, chers auditeurs. On va essayer de rendre ce webinaire un petit peu plus interactif. Moi, personnellement, je pense que c'est possible. Pourquoi? Déjà, comme vous le savez, on a les tensions commerciales, une escalade des tensions. Et pour le moment, si on doit illustrer la tendance des négociations, enfin des relations commerciales sino-américaines, elles sont plutôt négatives. Elles sont plutôt mauvaises. Donc, on a une perspective plutôt, comment dire, euh, mauvaise concernant ces tensions. En tout cas, ça ne donne pas les bonnes perspectives pour les futures relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Donc voilà. Déjà, on a ce critère-là qui pèse. On a la volatilité sur les cours de pétrole. Là, vous voyez que le cours du Brent perd 1%. Et en plus, on a l'euro sur support. Donc, qui dit euro sur support dit une possible hausse privilégiée. Bon, ce matin, il est en baisse, mais voilà, sur un niveau de support comme un 15, on a tous envie d'acheter, sauf qu'on n'a pas les signaux. Donc voilà. Donc on a pas mal de facteurs qui pèsent sur le CAC. C'est pour cela que je pense que oui, le CAC, ou même les autres indices, hein, mais le CAC devrait rejoindre les 5300 lors des prochaines séances. Maintenant, il faut bien voir que le CAC teste ce matin sa moyenne mobile à 200 périodes, qui est à 5371, donc c'est un niveau de support majeur. On a également celle à 100 périodes qui est à 5353, donc avant les 5300, on a quand même quelques supports importants. Ce n'est pas les 5004 puis les 5003. On a la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 100 jours. Voilà, donc j'ai plutôt en tout cas une perspective, enfin une conviction baissière sur les indices européens et même sur les indices globalement mondiaux, hein, les indices actions majeurs, une conviction plutôt baissière. Et donc voilà, et sinon techniquement, on va terminer par le Bitcoin. En attendant les dernières questions, Bitcoin aurait des rebonds sur le plus bas de l'année, le plus bas de l'année qui avait été atteint une première fois, qui a été inscrit, pardon, au mois de février près des 6000 dollars, qui avait été retesté à 6004 précisément en avril et qui est testé à nouveau en depuis la mi-juin. Et vous voyez donc techniquement, je parle bien techniquement, la perspective est plutôt haussière. Donc première résistance à 7826 dollars, puis les 10 000. Voilà, ça sera tout pour ce point de marché. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Encore une fois, trade du jour, enfin, la conviction du jour, c'est bien la UD La UD possible baisse jusqu'à, enfin, forte chance que la UD revienne à 80, voire même plus bas lors des prochaines séances. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.